vais donc vous demander votre attention. Nous allons aborder une approche un peu différente avec Marc Thébault, qui est directeur de la communication de Caen-la-Mer, qui nous revient cette année parce qu'effectivement, il avait marqué nos esprits, en tout cas la dernière fois. On l'avait apprécié sur les journées des offices de tourisme à Saint-Étienne, lors de la fameuse conférence sur le marketing territorial. Et nous avons le plaisir de l'accueillir cette année pour une approche un peu différente, forcément, sur peut-être le positionnement de vos territoires respectifs comme étant une personne. Donc on va parler d'intelligence territoriale et Marc Thébault va nous faire une approche auprès de 6 pistes de réflexion. La marque territoriale, la relation client, la transversalité, la personnalité, l'identité et un terme qui lui est cher, l'affordance. Marc, la parole est à vous. Merci. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Merci de votre invitation pour... Alors je vais essayer d'être à la hauteur de vos espérances, que c'est un peu risqué. On me demande de revenir, ça a bien marché l'année dernière. Si ça se trouve, je vais raconter des choses pas du tout intéressantes maintenant. En tous les cas, l'idée est de partager, mais alors très modestement, parce que je rappelle que je suis un peu incongru dans ce congrès, parce que je ne suis pas quelqu'un qui vient du monde des offices de tourisme, même si... à la communication d'une communauté urbaine, nous avons désormais la compétence tourisme et nous avons désormais à gérer un nouvel office de tourisme intercommunal. Pour autant, je vais être à mi-chemin entre le Candice, le Monsieur Jourdain et... Enfin, en tous les cas, voilà, vous faire partager quelques réflexions. Je ne sais pas si elles seront toutes immédiatement opérationnelles, mais en tous les cas, des pistes sur des questions que vous vous posez forcément. Peut-être que je les pose différemment. Voilà, et on va ensemble essayer de progresser un peu. Donc les 6 pistes, c'est le gros bouton vert, hein, c'est ça? Oui. Peut-être qu'il faut que j'appuie plus. Ouais, voilà. Voilà, donc les 6 pistes dont on va parler. Le dernier, c'est un gros mot, mais vous allez comprendre. Alors on va, écoutez, démarrons tout de suite. Il faut que j'appuie plus longtemps, hein. Oui, alors avant de démarrer ce petit dessin, j'aime bien. Voilà, c'est topo d'une agence. Alors dans la boîte, on a beaucoup brainstormé après que vous ayez sollicité nos conseils pour redorer l'image du pays. Nous avons finalement conclu qu'il était indispensable de mettre en place un plan à long terme sur une quinzaine d'années qui miserait sur l'éducation, la recherche, la cohésion sociale, la culture et qui serait conjugué à une nette revalorisation des salaires. En dessous, vous avez la tête des commanditaires. Mais non, je déconne. On va profiter d'un événement international pour torcher quelques spots télé bourrés de clichés de cartes postales et puis c'est marre. Et avec ça, vous allez tenir jusqu'aux élections. Haha, vous autres. Voilà, donc je ne sais pas si c'est vécu, mais c'est aussi une manière d'aborder parfois la promotion des territoires et le marketing territorial. Donc à propos du place branding, je ne vais pas m'étaler plus que ça, juste pour dire qu'aujourd'hui, voilà, j'essaye moi de tenir à jour une carte des marques de territoire et j'avoue que j'ai du mal. Alors il y a eu beaucoup d'essais après les municipales de 2014. Le hasard, sans doute, a fait que c'est parce que les villes avaient changé de majorité politique. Donc il y a quelques marques qui ont reçu une balle dans la nuque, même si elles étaient assez récentes. Et puis voilà, il s'en crée tous les jours, il en disparaît quelques-unes. Donc je ne sais même pas si les vôtres, si vous en avez, sont dessus, parce que ça va un petit peu vite. Et en gros, tout ça pour dire que c'est sans doute un peu trop, parce qu'il y a un moment où on ne sait plus se repérer. Et on ne sait plus se repérer non plus pour savoir si c'est un nouveau logo d'une institution ou d'un office de tourisme ou si c'est une véritable démarche collective, une véritable marque territoriale, j'allais dire au sens strict du terme.
Alors ça a tellement fait parler d'elle, ça c'est un article du Canard enchaîné qui date de 2013. La dernière toquade des élus locaux, c'est le nouveau filon des agences de com et la dernière lubie des collectivités locales. Et il tient en 3 mots incompréhensibles pour le commun des mortels, marque de territoire. Ce jargon de fils de pub désigne une sorte de logo accompagné d'un slogan publicitaire rédigé de préférence dans un charabia franglais, destiné à être affiché par les collectivités concernées et par tous les acteurs économiques associés. Cette marque est supposée vanter le savoir-faire et la qualité de vie, à Trifouilly-les-Oies, etc., etc. La région Île-de-France a déboursé 400 000 € pour se doter d'un Paris-Région Source of Inspiration. Nanani nanana. La Roche-sur-Yon, qu'on aime beaucoup, 65 000 € pour La Roche-sur-Yon, Vendée Way of Life. Bon. On ne porte pas de jugement de valeur sur cette signature, juste pour constater que le Canard enchaîné aime bien ça. Voilà, on peut se moquer. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a sans doute eu de grands malentendus autour de cette notion de place branding ou de marque de territoire. Il y a sans doute quelque chose, d'abord sur le fait que normalement la marque, c'est l'aboutissement d'une démarche, d'une longue démarche. Or, de temps en temps, on a l'impression que la marque, c'est le début de la démarche, et qu'on commence à faire une marque, et après on fait, bon, maintenant qu'on a un logo, qu'est-ce qu'on fait? Et donc je pourrais vous citer, mais je ne vais pas les citer, quelques exemples comme ça, de choses qui sont quasiment mort-nées, parce qu'il n'y avait absolument rien de concret derrière. Alors peut-être que la confusion vient du fait que quand les anglo-saxons parlent de place branding, on a sans doute cru qu'il fallait traduire par création de marque. Or, en réalité, le sens sans doute le plus fort dans cette expression, c'est tout ce qui concerne l'image et la notoriété, et pas le fait de prendre un crayon et de dessiner un nouveau logo. Donc la question, en réalité, n'a sans doute jamais été comment créer une marque de territoire, mais plutôt comment le territoire peut-il se comporter comme une marque? Ce qui n'est évidemment pas du tout la même chose. Comment peut-il devenir une marque, pardon, ou comment peut-il se comporter comme une marque? Ce qui veut donc dire qu'on est en plus dans une démarche tout à fait inverse par rapport au marketing privé, où en général le privé va chercher à inventer une histoire pour essayer de créer une pseudo-personnalité à sa marque, alors que le territoire, lui, a tout chez lui, et il suffit qu'il regarde un peu dans son histoire et dans ce qu'il est pour retrouver ses fondamentaux et retrouver un certain nombre de valeurs qui vont porter une marque. Donc au bout du compte, et il me semble, mais une fois de plus, j'ai absolument pas la science infuse et j'ai pas la prétention d'observer tout ce qui se passe sur le territoire, mais que cette notion de marque est en train justement de se tasser un petit peu, qu'en tous les cas la course à un nouveau logo est peut-être en train de se freiner, parce qu'au bout du compte, peut-être qu'une démarche peut arriver au fait que c'est absolument pas la peine de faire un logo. Et vous avez, je ne sais pas si vous fréquentez le Place Marketing Forum qui s'est déroulé à Aix-en-Provence et à Lyon l'année dernière. Il y avait l'exemple de Oslo, qui a toute une plateforme argumentaire à travers le nom Oslo. Voilà. L'idée, une fois de plus, c'est pas de créer un joli dessin, c'est de faire en sorte que le territoire puisse incarner à la fois ce qu'il est et à la fois les promesses qu'il veut tenir, sous réserve que ces promesses soient audibles et crédibles, évidemment. Alors, à propos du client, un exemple, je trouve ça dans la presse, et je me dis, tiens, c'est rigolo, sur la Côte d'Azur, où la ville de Nice fait une pub pour la gastronomie niçoise. Ben, pas du tout. Pas du tout, il s'agit d'un restaurant à Paris qui s'appelle Les Niçois, et c'est sa campagne d'affichage. Ce qui montre bien qu'en dehors des initiatives, enfin ce qui montre bien, ce n'est qu'un exemple, le message que je veux faire passer, c'est qu'en dehors des actions officielles que vous allez entreprendre, vous ou vos partenaires, il y a des tas de gens, des acteurs de votre territoire ou en lien avec votre territoire mais ailleurs, qui vont faire des choses qui vont servir la promotion du territoire. Parce que cette campagne pour la publicité d'un restaurant de gastronomie niçoise sert aussi l'image du territoire. Donc vous n'êtes pas le seul émetteur, évidemment, sur votre territoire. Alors vous connaissez sans doute Joël Gaillet, fondateur de Co-Managing. Il a dû, avec Co-Managing, passer dans pas mal de vos territoires. Et il a, après avoir créé la chaire de marketing territorial à Sciences Po Aix-en-Provence, qui est désormais maintenant sous l'égide de l'Université d'Aix-Marseille, il est maintenant
alors je ne crois pas qu'il soit retraité, mais en tous les cas, il continue à écrire, il est plutôt en indépendant. Il vient d'écrire un ouvrage, donc je vais un peu faire dans le simplisme, mais s'il me regarde, je m'en excuse par avance de synthétiser de manière peut-être un peu maladroite sans penser. Ce qui est intéressant, c'est les différentes postures qu'on peut envisager derrière le mot client. En même temps, vous admirez quand même ma dextérité à créer des animations dignes de Pixar sur un simple PowerPoint. Bon, donc le client, bien sûr, c'est un consommateur. Alors c'est un consommateur standard, un consommateur VIP, ça dépend d'où il vient, mais ça peut être aussi un hébergeur. Ça peut être un hébergeur, mais ça peut être aussi un constructeur d'offres. Et aujourd'hui, alors bien sûr, derrière tout ça, je ne vais pas le dire à chaque fois, c'est aussi l'avènement du numérique et du 2.0, et le fait qu'aujourd'hui, les initiatives, elles se passent sur le numérique. Je ne vous parle pas de vos meilleurs amis Airbnb, voilà, vous parle de gens qui peuvent eux-mêmes décider de construire des offres. Avant, on appelait ça les gîtes. Maintenant, peut-être qu'on parle plutôt de Airbnb. Le client, c'est aussi un apporteur d'idées ou un apporteur de ressources. Ça peut être en même temps un veilleur. Il regarde, il découvre, il fait des choses sur votre territoire ou depuis l'extérieur du territoire, mais en tout cas des choses qui vous concernent. Ça peut être aussi un producteur de contenu. Ce matin, on parlait de co-construction. Alors, je pense que c'était plus en interne, mais la co-construction, elle existe aussi avec des acteurs externes. Il peut être conseiller, il peut être guide. Guide réellement, quand on parle des Gluiters, on parle de vrais guides, mais on peut parler aussi de guide à travers les supports numériques, parce que cette personne, elle peut devenir un véritable média. Et qui dit un véritable média veut dire aussi diffuseur d'informations sur le territoire. Vous n'êtes plus les seuls à diffuser de l'information sur le territoire. Il peut être aussi testeur pilote s'il est considéré et repéré et vous allez lui demander de faire des choses. Mais en tous les cas, c'est aussi un évaluateur qui va émettre des avis sur, là encore, les réseaux sociaux avec la vitesse de propagation qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Il peut aussi devenir un cautionneur. Il est en même temps un commentateur et un illustrateur. Regardez ce qui se passe sur, ne serait-ce que Instagram. Les illustrations et les images de votre territoire, elles sont, j'ai aucune idée des chiffres, mais sans doute beaucoup plus diffusées par tous les gens qui visitent votre territoire et qui publient sur Instagram que par vos propres publications. Mais c'est aussi éventuellement un apporteur de contact, etc., etc. Donc je vais pas aller au-delà de ça, juste pour dire qu'aujourd'hui, c'est intéressant, et là encore, vous l'avez évidemment, j'imagine, déjà, vous en avez déjà pris conscience, de voir qu'on n'a plus une seule personne en face de soi et qu'on a des personnes multiples, ou en tous les cas, que chaque personne peut jouer un rôle différent, ou peut jouer des rôles différents, si possible au service de votre territoire. Parfois, malheureusement, si c'est des avis négatifs, ça peut se passer moins bien. Troisième piste de réflexion, là encore, je vais sans doute enfoncer un peu des portes ouvertes. On parlait de l'esprit collectif à propos de la transversalité. Alors, il y a, vous savez, des dizaines d'études qui sont sorties tous les ans dans les médias. Là, c'est le palmarès 2016, les villes où les Français aimeraient travailler. Donc, on est sur 2016. C'est sorti dans les Échos, numéro 1, Bordeaux, etc., etc. Bon, celle-là, je l'aime bien parce que Caen est sur... Parce que Caen est considérée parfois comme une petite ville, même si elle fait 110 000 habitants et que la communauté urbaine fait 265 000 habitants. Le directeur de la com, hein, je suis un petit peu obligé de faire un peu de propagande. Voilà, on est rentré dans le top 20, en tous les cas, de ce sondage. Donc voilà, on sait qu'il y a des gens qui veulent bouger. Autre exemple d'étude, ça c'est une étude sur les résidents, on est dans cadreemploi.fr. Les cadres parisiens rêvent de Bordeaux, Nantes et Lyon, patati patata. 80% des cadres parisiens rêvent de poser leurs valises loin de Paris. Ah, mon Dieu, mais c'est pas possible cette vie, etc., etc. Voilà. Je me moque pas trop, je suis un ancien parisien qui est parti vivre en province, et pour ceux qui s'en souviennent, qui est parti vivre à Saint-Étienne, donc vous voyez le gap culturel et social que ça représente. Et si vous vous rappelez aussi ce qui était l'année dernière, je suis resté absolument stéphanois de cœur et bien sûr défenseur de Saint-Étienne. Je ne vous donnerai pas, enfin, je ne vais pas chanter les slogans parce qu'ils ne sont pas forcément très polis, mais je soutiens aussi le Stade Malherbe, oui bien sûr. Voilà. Alors, tout ça pour dire que le constat, l'état d'esprit, c'est que peut-être qu'on peut considérer que les gens veulent aller travailler là où ils ont passé de bonnes vacances. Et c'est là où, quand on s'occupe d'attractivité résidentielle,
on se dit, mais comment peut-on faire sans l'office de tourisme? Il est donc impératif que l'office de tourisme et tous les acteurs touristiques soient dans cette dynamique collective, que dire qu'un touriste, c'est potentiellement un résident, un travailleur, qui s'ignore encore, mais qui a peut-être envie de le devenir. Et qu'on a donc besoin des relais des offices de tourisme pour créer une attractivité résidentielle. De même qu'un résident, évidemment, c'est aussi un travailleur local, mais ça, vous êtes très nombreux à chercher à reconquérir les marchés internes, c'est aussi un touriste qui s'ignore parfois, puisque, comme les Parisiens qui ne prennent jamais les bateaux-mouches, il y a des tas d'habitants qui n'ont pas profité encore des offres touristiques du territoire. Donc l'attractivité, globalement, il y a bien d'autres attractivités, mais globalement, nos soucis principaux, ils sont autour de l'attractivité économique, de l'attractivité touristique et de l'attractivité résidentielle. En gros, c'est à considérer simultanément, ça doit s'alimenter des mêmes ressources, ça doit boire à la même source, ça doit délivrer les mêmes messages, ça doit être une cohérence complète. On ne peut plus avoir une plaquette de développement économique qui soit aux antipodes de la plaquette office de tourisme, avec en même temps pas les mêmes chiffres sur le nombre d'habitants, sur le nombre de théâtres, de cinéma, etc., etc. Sachant qu'au bout du compte, même un argument économique, la plupart du temps, ce qui peut l'emporter, c'est la cerise sur le gâteau, et la cerise sur le gâteau, c'est souvent la qualité de vie. Et la qualité de vie, pour le coup, c'est vous, les acteurs du tourisme, qui savez la défendre. Voilà, et il faut donc considérer que chacun est au service de l'autre. Un exemple, c'est peut-être pas forcément la plus réussie, mais elle m'est tombée sous la main quand j'ai recherché. Alors, l'émetteur est décédé, puisque c'était Calvados Stratégie, l'agence de développement économique du département du Calvados, qui est donc dissoute depuis quelques mois maintenant, après la loi NOTRe. Voilà, quelque chose qui est dans cette dynamique-là, vivez là où vous travaillez, ou travaillez là où vous voulez vivre, enfin voilà, quelque chose qui est dans cette dynamique. Alors, à propos de l'identité, bon alors, premier gros mot, parce que si j'ai bonne mémoire, l'an passé, on avait surtout parlé de l'identité des territoires. Là, peut-être que l'idée, excusez-moi, c'est de dépasser le simple concept d'identité, donc de dépasser la simple quête de redécouvrir qui on est, pour aller à la recherche de ce qui nous rend unique. L'ipséité, c'est ce qui nous rend totalement unique et qui nous différencie définitivement de notre voisin. Donc l'identité, c'est les gènes, l'ADN, la personnalité du territoire. Et vous voyez qu'on peut commencer à penser que le territoire est une personne, et on en parlera après. Donc voilà, c'est l'ensemble des facteurs internes plus ou moins stables qui font que les comportements d'un individu sont consistants dans le temps. Mais il faut compléter, à mon sens, cette vision pour aller vers l'ipséité qui va nous dire que, bien sûr, les comportements d'un individu sont consistants dans le temps, mais surtout, ils sont différents des comportements d'autres personnes. Ou c'est ce qui fait qu'une personne est unique et absolument distincte et qu'elle ne peut pas être réduite à une autre personne. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, notre quête, alors c'est peut-être pas uniquement vrai en tourisme, mais c'est vrai en tous les cas, enfin, moi je le vis au quotidien sur l'attractivité économique ou résidentielle, c'est vraiment la différenciation, la discrimination qui va être notre priorité, parce que monter des beaux argumentaires, tout le monde sait le faire. Et tout le monde le fait, et tout le monde le fait très très bien, à tel point qu'on peut enlever le logo du territoire émetteur, le remplacer par un autre, et en gros tous les territoires entre 200, 300 000 habitants, avec un peu d'université, de recherche, d'entreprises, parfois grandes, parfois plus petites, avec des sportifs et un petit peu de culture, en gros, ils disent la même chose. Alors de temps en temps, il y en a qui ont la chance d'être au bord de la mer comme nous, d'autres qui sont plutôt à la montagne, qui vont faire du ski très bien. Mais c'est pas ça le travail. Enfin, si, c'est ça, mais c'est pas que ça. Donc la priorité, en tous les cas, celle qu'on se fixe, puisqu'on mène ce travail actuellement à Caen, ben c'est d'aller travailler sur ce qui nous rend véritablement unique et d'essayer de rayer d'un grand trait tous les argumentaires, tous les visuels, toutes les pubs qu'on utilise, qui en gros pourraient être faites par quelqu'un d'autre. C'est super compliqué et ça rend très modeste. Alors un exemple, c'est pas forcément là encore la plus réussie, mais il y a quelque chose dans le message. Et si Brest était plus qu'une métropole, hein, la promesse, elle est là. Brest n'a même plus besoin de dire qu'il est une métropole, mais il laisse entendre qu'il est sans doute plus. Alors après, il va falloir le prouver, mais puis il va falloir donner du corps à ce discours-là. Alors sur la personnalité, et là pour le coup, on est plus dans le thème du débat, c'est et si le territoire a été envisagé comme une personne ?
Alors ça, c'est une approche, je ne pense pas qu'elle soit personnelle, mais on est plusieurs. J'étais assez frappé justement au dernier forum, donc Place Marketing Forum. J'en parle comme si vous connaissiez ça par cœur. Vous connaissez ça par cœur? Oui? Donc c'est organisé par la chaire marketing territorial de l'université d'Aix-Marseille. Et c'était assez frappant de voir, alors je crois qu'il n'est plus là, mais Monsieur Gold, qui était de CRT Picardie, parlait d'un territoire avec comme s'il parlait d'une personne en souffrance ou en joie, mais avec des mots qui relèvent du lexique de la psychologie. Donc, j'ai fait un listing, peut-être qu'il n'est pas complet du tout. Bon, une personne, on va dire que tout ce qui est, voilà, tout ce qui est plutôt sur la gauche de l'écran, c'est plutôt la personne. En face, c'est le territoire, et je me suis aperçu que la plupart du temps, on pouvait dire, bah oui, aussi, le territoire, pareil. Donc il y a un corps pour une personne, bah oui, il y a des caractéristiques physiques, il y a des limites, il y a des frontières, enfin voilà, il y a de l'aspect physique chez une personne, il y a des capacités physiques chez quelqu'un, bah oui, le territoire aussi a des capacités de faire telle ou telle chose. Il y a une culture chez une personne, ben, un territoire aussi. Il y a une culture héritée ou acquise, enfin il y a quelque chose, il y a des traditions, il y a des choses qu'on se raconte, voilà. Et puis alors il y a des régions plus ou moins riches de ça, mais en tous les cas, tout ça existe. Une personne, souvent, elle a une part d'irrationnel, elle a des croyances, elle a une vision du monde. Ben, sur les territoires aussi, on a des croyances, on croit que... Hein, on pense que, si je reparle juste de Saint-Étienne, parce qu'au moins je parle de ce que je connais, il y a la croyance que si une tuile tombe d'un toit et qu'un Stéphanois marche dans la rue à côté d'un Lyonnais, la tuile, elle tombe sur la tête du Stéphanois. Parce que le Lyonnais, il a de la chance, et pas le Stéphanois. Voilà, c'est une espèce de croyance comme ça. Et quand elle est émise, tout le monde ricane, et en même temps, tout le monde adhère. Donc c'est assez compliqué. Hein, tous ces territoires qui n'ont pas de chance. Tous les investissements nationaux, ils se sont faits juste à côté. Pas de chance. Mais ça n'existe pas, la chance. Enfin bon, on ne va pas lancer le débat maintenant. Une personne, elle a des passions. Ben, les territoires aussi, ils ont des passions pour le sport, pour l'industrie, pour l'économie, la recherche, l'innovation, les gens, j'en sais rien, la nature, voilà. Il y a un potentiel créatif chez des personnes, ben, chez les territoires aussi, il peut y avoir un potentiel créatif. Une personne, c'est quelqu'un qui a une manière particulière de réagir et différente des autres personnes, on vient de le voir. Normalement, le territoire aussi. Ça ne réagit pas, ça n'agit pas de la même manière. Je cite personne pour pas... Voilà, ça ne réagit pas de la même manière. Une personne, évidemment, elle a une histoire, mais elle a aussi un avenir, elle a un destin déjà écrit ou qu'elle est en train d'écrire, peu importe, c'est pas le débat. Elle a un vécu, elle a des expériences, elle a des accidents, des traumatismes, voilà, qui fait que... elle est ce qu'elle est à l'heure où on se parle. Ben, le territoire aussi. Le territoire aussi, il a une histoire, un vécu. Il a aussi eu, bien sûr, des choses très positives, mais il a aussi eu des traumatismes. Et il y a des traumatismes qui paralysent totalement la capacité à se projeter vers l'avenir parce que, et on en revient au fait qu'en plus, avec un peu de bol, ça va alimenter la croyance que décidément, on n'a pas de chance. Donc, on n'a pas de chance et en plus, il y a des accidents industriels, pour ne citer que cela comme exemple. Et donc, on va renforcer cette croyance et c'est même pas la peine d'agir, puisque de toute façon, c'est pas possible, on n'a pas de chance. Donc un territoire, il peut avoir des névroses et des psychoses comme une personne. Donc va se poser la question de l'estime de soi ou de la mésestime de soi du territoire. On est fier ou on n'est pas fier d'être de ce territoire? On le revendique ou on ne le revendique pas? C'est quoi le périmètre géographique où tout le monde dit « je suis comme ça » ? C'est restreint, c'est plus large. Hein, c'est quoi la zone d'influence du territoire? Tout ça, c'est souvent lié à l'estime ou à la mésestime. Alors, une personne, elle a normalement, je ne vais pas prendre d'exemple, un potentiel de séduction, mais je vais parler peut-être plus d'un potentiel d'attachement. Il y a des personnes qui vont être plus facilement, on les trouve attachantes, on aime bien passer une soirée avec elles parce que c'est sympa, et puis parce qu'on est bien, tout simplement on est bien. Voilà. Ben, normalement, les territoires, on devrait aussi se préoccuper de ça. On a un pouvoir de séduction ou d'attachement. Alors, je ne sais plus si j'ai déjà pris cet exemple, mais je suis désolé, mais pour moi, c'est le plus parlant. Je vais reprendre un exemple stéphanois et canet. J'arrive à Saint-Étienne, j'emmène les enfants à l'école, au bout de 3 jours, et je vais prendre un petit café parce que j'ai 5 minutes d'avance. Toujours dans le même café. Le 3e jour, j'ai 5 minutes de plus. Je dis au patron... Je vous jure que c'est vrai. Hein. Je dis au patron, je vais en prendre un 2e. Il me fait, bah, c'est pour moi, de toute façon, je voulais vous en offrir un. Au bout de 3 jours, j'ai le sentiment d'être un habitué.
dans une autre ville que je ne citerai pas, mais j'habite pas très loin, pendant 5 ans, je vais prendre un café dans le même café, il est à 1,20 €, il passe un jour à 1,25 €, j'ai pas de monnaie, le type me fait « c'est pas grave, vous me paierez demain ». Connard, si je puis me permettre. Voilà, ces petits riens qui font que oui, il y a un attachement possible, et là, vous sentez bien qu'on est au-delà de la belle plaquette 48 pages quadri, on est au-delà de la belle vidéo, on est au-delà des services, et en même temps, c'est un espèce de gouffre, parce que comment, d'un point de vue institutionnel, vous pouvez agir, vous, les professionnels du tourisme, sur le fait que les commerçants soient aimables ou pas aimables, souriants ou pas souriants. Une capacité, donc un potentiel de séduction ou d'attachement, une capacité ou pas à interagir avec les autres, et capacité, mais aussi volonté de l'autre. On est ouvert ou pas à l'autre. Alors ça, c'est vrai pour les personnes, mais c'est énormément vrai aussi pour les territoires. Est-ce que le territoire, l'autre, est une menace ou est-ce qu'il est une opportunité? Et j'ai le sentiment que ce n'est pas tout à fait universel, la réponse n'est pas tout à fait universelle. Donc une personne, elle peut avoir des valeurs morales, normalement les territoires l'ont aussi. Une question d'authenticité, hein, on sent bien quand quelqu'un est exactement... voilà, on sent que quand il parle, c'est exactement ce qu'il pense. Ben, on aimerait que les territoires, ils peuvent aussi travailler ça, cette espèce d'authenticité, hein, qui fait qu'on est au-delà des subterfuges que des communicants comme moi savent monter, on est vraiment dans quelque chose de réel. Et donc de là arrive le terme de congruence, qui est vraiment un terme qui s'applique normalement aux personnes, hein, c'est le fait d'être en total accord entre ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on est, et d'être totalement aligné, diraient les psychologues. Ben, les territoires, c'est ça aussi. Il faut que le discours, la promesse, les services, tout ça soit totalement aligné. C'est ça qui donne aussi de l'authenticité. Autre question bête qui découle évidemment de la première, c'est mais pourquoi faire il faut considérer le territoire comme une personne. Juste un exemple, et Christophe, puisque tu nous regardes, c'est très bien de quoi je parle. On est dans un embryon de démarche sur Caen, avec peut-être quelque chose qui tournera autour du nom Caen Normandie, enfin peu importe, mais on est en pleine réflexion. L'idée, c'est d'avoir réussi à ce que nos élus, par exemple, acceptent qu'on ne présente plus le territoire comme 150 000 emplois, 25 000 entreprises, 30 000 étudiants. Voilà, qu'on ne soit pas à la Schwarzenegger en train de montrer nos muscles, mais qu'on soit plutôt en train d'essayer de révéler notre âme. Donc voilà, un certain nombre d'items qu'on a retenus après moult études et documentaires et rencontres. Ce qui est intéressant, si on considère comme une personne, c'est de voir que je me suis fait taper sur les doigts sur ces deux expressions, vie tranquille et discret. Et alors ça, juste, j'ouvre une parenthèse, mais vous ne connaissez pas la personne qui m'a dit ça, donc je peux le dire sans aucun problème. Sur le côté justement d'attachement ou d'ouverture à l'autre, on m'a dit « Non mais la discrétion, c'est absolument pas possible de parler de ça, c'est vraiment notre plus gros défaut, enfin, tu peux pas savoir, t'es pas d'ici. » Non, ça fait 12 ans que je suis là. Donc 12 ans, c'est pas assez. J'ai hâte d'être là depuis 15, 17, 20 ans, enfin je ne sais pas, mais enfin bref. Donc voilà, la discrétion... ou le fait que la vie soit tranquille, depuis toujours, c'est vécu comme un défaut énorme. Et on est nul. Oh là là, on a le savoir-faire, mais on n'a pas le faire savoir. Alors ça, je le dis parce que je pense qu'il y a d'autres territoires qui disent ça aussi. Ben, sauf que il n'y a pas 10 000 solutions. La seule solution, c'est d'assumer ce qu'on est. On est discret, ouais. Et bien ça, c'est même une qualité. Surtout quand on va vivre le territoire, quand on va vendre le territoire à un public parisien, peut-être que la vie tranquille, le fait que oui, une jeune fille de 16 ans peut rentrer à 22 h seule chez elle, que oui, on n'a pas d'embouteillage, que oui, alors oui, on est un peu discret, mais justement, c'est ça la vraie promesse de qualité de vie. Et donc voilà, un petit travail. Voilà, petit travail, parce que comme une personne, quand même la bonne nouvelle, c'est que toute personne, et sans doute tout territoire, a une capacité de changement, a une capacité d'amélioration, une capacité de rebond, une capacité de résilience, mot à la mode évidemment. Donc voilà, la psychothérapie, elle est toujours possible. Alors elle peut être douce, elle peut être de choc, j'en sais rien. Mais en tous les cas, il y a un travail possible, sous réserve, à un moment donné, d'accepter de faire un état des lieux réel de nos qualités, mais surtout de nos défauts. L'intérêt de tout ça aussi,
c'est que c'est sans doute le seul moyen de mettre en avant l'intime du territoire. Et l'intime du territoire, il est, lui, normalement tout à fait différenciant par rapport aux autres. Et là, on retombe sur le concept d'ispéité. Allez, on va finir là-dessus. Alors ça, c'est un mot assez récent que j'ai vu par hasard au sujet du numérique. Voilà. Et j'avais cru comprendre dans la phrase que c'était la capacité d'un site à montrer comment, enfin à montrer sans le dire, comment il faut l'utiliser. Voilà. Donc je me suis un peu renseigné. Et donc ça vient de l'anglais, qui peut être traduit par potentialité, mais qui vient aussi du verbe to afford, alors je ne sais pas, donc je fais confiance à ma source, qui aurait un double sens, à la fois être en mesure de faire quelque chose et en même temps offrir. Alors ce double sens, on va le retrouver. Donc ça vient aussi, alors je ne vais pas vous prendre la tête avec ça, hein, ça vient aussi de la psychologie, c'est toutes les potentialités d'action sur un objet. Nous verrons, je vous lis ça parce que je pense que c'est assez clair sur le concept. Nous verrons que le concept d'affordance développé par Gibson, qui est le maître en la matière, a beaucoup à voir avec les idées avancées par les gestalt-istes, on s'en fout. Pour Kafka, un objet ne communique pas que sa forme, sa dimension, sa couleur. Il nous informe sur ce que nous pouvons faire avec lui. J'ouvre immédiatement une parenthèse. Si je vous parle de ça, c'est que je pense que c'est un rapport avec notre métier. Je ferme la parenthèse et on y reviendra après. Ainsi, une pomme rouge nous dit « mange-moi ». L'eau nous dit « bois-moi ». Autrement dit, les objets suggèrent l'action à entreprendre à leur égard. Alors, c'est pas si simple, évidemment. Voilà, en ergonomie, l'accordance est la capacité d'un objet ou d'une caractéristique à suggérer sa propre utilisation. Alors, si on prend l'exemple d'une chaise, une chaise, son affordance directe, c'est fait pour s'asseoir, une chaise. Ben, peut-être pas que. Peut-être qu'une chaise, d'autres vont vouloir l'utiliser comme un escabeau, pour aller chercher un petit pot de miel. Je le tiens, non? Non, je ne le tiens pas. Pour d'autres, ça va être aussi la promesse d'un temps de repos bien mérité, surtout s'il fait beau. Pour des enfants, ça peut être du jeu, hein, surtout s'il y a un peu de musique et qu'on arrête la musique et qu'il manque une chaise par rapport au nombre de joueurs. Pour des adultes aussi, hein, une chaise, ça peut tout à fait être un moment de jeu. Alors ça peut être des jeux différemment connotés, évidemment. Enfin là, c'est quand même une référence tout à fait acceptable et culturelle du film de Bob Fosse, Cabaret, évidemment. Pour d'autres, ça peut être l'occasion de faire un exploit et d'inventer une nouvelle acrobatie. Ça peut être un objet de défense, évidemment. Et si c'est un objet de défense, ça peut devenir un objet d'attaque. Et puis des fois, ça peut être absolument n'importe quoi, évidemment. Donc la chaise, elle suggère quelque chose, mais l'utilisateur, lui, il va peut-être pas forcément ne faire que limiter son usage de la chaise au fait de s'asseoir dessus. Donc la chaise, elle suggère une fonctionnalité de base, elle suggère également et implicitement d'autres fonctionnalités et d'autres usages. Et en même temps, donc simultanément, la personne qui voit la chaise, elle projette elle-même des fonctionnalités ou des usages, et parfois totalement en dehors de ce qui a été prévu par la personne qui a dessiné la chaise, évidemment. C'est en fonction de l'imagination de la personne, en fonction de ses besoins, mais aussi en fonction de ses capacités. Et là, vous dites, mais vous êtes sûr qu'il parle tourisme, là? Donc, si je suis la chaise, ou concepteur de la chaise, je peux m'intéresser à ça, au niveau des suggestions implicites. Comment je peux les rendre plus évidentes? Et là, pour le coup, je lève le mystère si jamais il y en avait un. Peut-être qu'une des actions qu'on peut avoir, c'est de rendre notre territoire plus évident à utiliser. Et toutes les capacités, par exemple de loisirs sur un territoire, de plus les développer. Donc de les rendre plus évidentes. Et aussi peut-être de mieux guider l'usager vers l'usage qu'on en attend, et dans le même temps de ne pas réduire le champ possible des usages, mais plutôt de permettre à l'usager d'inventer, et je vais reprendre un vieux slogan publicitaire, je ne sais plus quelle était la marque, d'inventer la vie qui va avec. Et donc, de permettre à chacun qui va faire l'expérience de notre territoire d'utiliser toutes ses capacités, celles qu'il connaît, et puis peut-être pourquoi pas, qu'il avait ignoré jusqu'à présent parce qu'il n'avait jamais fait de varap, de canyoning, de résolution d'énigmes, de visite de grottes ou je ne sais pas quoi. Je vais passer très vite là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les géographes se sont intéressés à quelque chose qui est un peu similaire. Alors celui-là, on l'aime bien, Armand Frémont, parce que c'est un géographe
alors très âgé maintenant, à la retraite depuis longtemps, mais il est canet. Voilà. Et il a fait tout un ouvrage qui date donc de 1976 autour de la région comme espace vécu, en prenant l'exemple de la Normandie. Ça m'apprendra à avoir fumé trop avant de parler. Ce qui est intéressant, c'est de dire que de la part d'un géographe, il y a une espèce de changement comme ça de paradigme et de point de vue sur le fait qu'on arrête de voir le territoire comme il est géographiquement, mais on essaye de le voir aussi comme comment il est dessiné par les hommes et comment lui-même il influence les hommes. Donc un espace vécu pour Armand Frémont, c'est évidemment un espace de vie, hein, l'ensemble des lieux qu'on va fréquenter, mais en plus de cet espace de vie, c'est un espace social. Il y a des liens, il y a des interactions qui se déroulent dans ces lieux, et par-dessus tout ça, on va rajouter une couche de valeurs psychologiques, souvent collectives, et on en revient aux valeurs collectives. Donc ce qui est intéressant pour un territoire, c'est de se considérer comme pouvant être observé par rapport à la charge de valeurs que lui projette sur les hommes ou que certains hommes projettent sur lui. Alors homme au sens large du terme. Donc une région, un territoire ne peut pas se réduire à sa dimension physique, ce n'est pas qu'une seule réalité objective, c'est également une somme de perception, d'interaction ou de représentation. Ça va, je vous ai perdu ou pas? Non, c'est bon? Alors, un petit exemple amusant, mais peut-être pas que, une expérience a été faite, alors en réalité c'est une pub pour, je ne sais plus quelle marque d'appareil photo, 6 photographes ont été réunis dans un lieu en disant voilà, on va vous amener un modèle, vous allez faire son portrait, si possible, le plus en lien avec le métier de cette personne. Mais ce que les photographes ne savaient pas, ben justement, ils ne savaient pas qu'ils étaient plusieurs, ils pensaient qu'ils étaient seuls, et ils ne savaient pas qu'à chaque fois, on allait leur présenter le même modèle, mais en le présentant différemment. On a dit à l'un qu'il était pêcheur, à l'autre que c'était un alcoolique repenti, au troisième un millionnaire, au quatrième que c'était un ancien détenu, au quatrième un sauveteur, et au dernier que c'était un psychotique, tu te méfies, tu ne t'approches pas trop. Ce qui est amusant, je pense plus que ça, c'est de voir le résultat final. Comment l'œil du photographe a pris exactement la même personne, mais en allant chercher ce qu'elle pensait qu'il fallait qu'elle trouve, donc sa propre projection. Vous avez le pêcheur et l'alcoolique repenti. Et mettons-nous d'accord sur le fait que, faisons crédit aux photographes, sur le fait qu'ils ont sans doute fait le meilleur travail qu'ils estimaient pour représenter le mieux possible un pêcheur ou un alcoolique repenti. Un sauveteur, un psychotique. Et enfin un millionnaire ou un ancien détenu. Assez frappant, non ? Donc voilà, c'est ça la représentation, c'est ça la projection qu'on a. Et sans doute que vos territoires, on pourrait... regardez d'ailleurs les photos simplement qui sont sur Instagram de vos territoires, et vous voyez bien que oui, vous avez 3-4 spots touristiques, et vous en êtes à 252 millions de photos du même truc, c'est bon. Mais de temps en temps, voilà, il y a quelques trucs qui ressortent. Donc travailler, à quoi ça sert de parler de ce concept? Peut-être que, oui, on va essayer d'amplifier donc cette affordance du territoire lui-même, donc de mettre beaucoup plus en avant toutes les potentialités d'usage d'un territoire. Non, excusez-moi de reparler de ça, la Normandie, ce n'est pas que pour le devoir de mémoire. On peut faire autre chose que les plages du débarquement. On peut les faire aussi. Voilà. Et je pense qu'on peut aussi aller à la montagne l'hiver sans faire de ski. Sinon, j'ai dit un gros mot? Mais peut-être que si, d'ailleurs. Ils témoigneront. On peut, en parallèle, amplifier l'accordance des offres et des services. Comment on peut faire en sorte que très très vite, voire immédiatement, on se repère immédiatement dans un territoire, on sache utiliser les transports en commun, on puisse accéder facilement aux services publics, on ait compris où étaient les sites à visiter, comment j'achète le billet, comment j'ai un coup de fil, etc. etc., etc. Enfin, vous avez sans doute, vous, assez régulièrement aussi changé de région dans votre vie professionnelle, donc personnelle. Moi, j'ai le sentiment qu'à chaque fois, redécouvrir le fonctionnement des transports en commun, c'est compliqué. Parce que ça ne s'appelle pas pareil. Alors c'est les mêmes boîtes derrière, mais à chaque fois il y a des marques commerciales, c'est pas les mêmes tarifs, ça se vend pas au même endroit, c'est pas les mêmes formules d'abonnement. Si quelqu'un peut me prendre par la main et m'expliquer très vite, je serais ravi. La limite évidemment de tout ça, c'est de ne pas faire un inventaire à la Prévert, un inventaire sans fin, qui deviendrait d'ailleurs très peu crédible. Le côté on peut absolument faire tout sur le territoire. Bon. Restons dans le champ d'une crédibilité qui serait prêtée à votre territoire.
Et donc c'est aussi une nouvelle approche du marketing expérientiel, permettre à chacun de mettre en œuvre toutes ses capacités. L'expérience que je fais de mon séjour sur un territoire, voilà, je vais pouvoir développer mes capacités, mais je vais aussi peut-être en découvrir de nouvelles. Voilà rapidement 6 tendances, 6 pistes de réflexion. Est-ce que c'est opérationnel pour vous ou pas? Je ne sais pas. En tous les cas, voilà, ça fait partie de réflexions un peu collectives qu'on a aujourd'hui autour de cette thématique de la promotion des territoires. Et je vous remercie de votre attention. Merci Marc. Merci Marc Thébault qui vient nous rejoindre donc, autour de cette table pour aborder avec des personnalités aussi influentes que je me dois de présenter. Tout d'abord donc Didier Joseph qui est directeur de l'Office de tourisme de Saint-Gervais-Mont-Blanc et administrateur à Office de tourisme de France, qui est accompagné d'Alexandre Merlin, directeur général du domaine de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Alors première question pour vous messieurs, comment effectivement vous avez organisé cette marque territoriale et qu'y a-t-il derrière la promesse de Saint-Gervais-Mont-Blanc? On tient nos promesses. On essaye en tout cas. Donc juste là, on est tous les deux, là on porte la marque Saint-Gervais-Mont-Blanc. On l'emmène un peu partout. Là on l'a emmené en Chine. C'était le week-end dernier lors de trail qui était organisée au sud de Shanghai. Et c'est vrai que cette photo elle illustre le tandem qu'on a avec le domaine skiable, mais il y a d'autres partenaires dont on parlera après. Mais c'est vrai qu'on se retrouve tous autour de cette marque de destination, marque territoriale, le débat peut être aussi long sur le sujet. Mais avant, je voudrais simplement vous remettre un petit peu dans le contexte en vous présentant Saint-Gervais avec une très très courte vidéo. Donc, c'est lancé, non, pas encore, ça va venir. Voilà, donc Saint-Gervais, c'est une destination qui est en Haute-Savoie, entre 2 toutes petites stations que vous ne connaissez pas, qui sont Chamonix et Megève. Donc Saint-Gervais-Mont-Blanc, vous êtes dans la salle quand même nombreux à le connaître parce qu'on a organisé des week-ends de ski pour les directeurs d'office du tourisme ces dernières années. Et donc vous avez pu apprécier la destination. Si mes souvenirs sont bons, on avait dit que ce qui se passait à Saint-Gervais restait... Combien tu me donnes? Combien tu me donnes là? T'as pas le choix. Restait à Saint-Gervais. Donc Saint-Gervais, c'est bien entendu une destination de ski, mais en fait le tourisme à Saint-Gervais a commencé il y a plus de 200 ans avec l'activité thermale. Et depuis plus de 80 ans maintenant, c'est aussi une destination de ski, de sport d'hiver. C'est le 3e domaine skiable français avec le domaine Évasion Mont-Blanc avec 450 km de piste. C'est aussi une destination culturelle grâce à son patrimoine baroque, grâce à l'architecture thermale qu'il y a à Saint-Gervais. C'est aussi une destination culturelle par rapport à des grands mouvements qu'on a lancés depuis quelques années sur l'art contemporain. Et c'est une destination en fait qui fonctionne quasiment 12 mois sur 12. Saint-Gervais, c'est 5600 habitants, je n'en dirai pas plus sur les détails, mais c'est 5600 habitants qui vivent quasiment tous du tourisme ou du thermalisme, les deux étant bien entendu étroitement liés. Si on vous parlait des valeurs fortes de la marque Saint-Gervais-Mont-Blanc, on pourrait le résumer en 2 mots. C'est le bien vivre. Le bien vivre, c'est bien entendu les termes, le bien-être, mais c'est aussi la culture, la gastronomie, les activités douces et tout ce qu'on peut pratiquer tranquillement en fond de vallée. Donc le bien-être, le bien vivre et la verticalité. La verticalité, elle est partout. Elle est omniprésente. Sur Saint-Gervais, il y a le Mont-Blanc, d'où Saint-Gervais-Mont-Blanc. Mais la verticalité, c'est lié aussi à la pratique de tous les sports qu'on peut avoir à Saint-Gervais, notamment le ski ou l'alpinisme ou l'escalade ou les sports aériens. Donc deux valeurs fortes de la marque Saint-Gervais-Mont-Blanc, c'est le bien vivre et la verticalité. Par rapport à la marque Saint-Gervais-Mont-Blanc, c'est une marque qui a été lancée officiellement il y a une quinzaine d'années. En fait, elle n'est pas venue du tout par le tourisme, elle est venue par le développement des produits dermocosmétiques avec l'eau thermale de Saint-Gervais. En fait, c'est une marque qui a été déposée par la mairie pour les thermes appartenant à la mairie de Saint-Gervais. Et ça a eu un effet quand même énorme parce que le nom de la commune, c'est Saint-Gervais-les-Bains. Et maintenant, on ne parle plus de Saint-Gervais-les-Bains quasiment. C'est-à-dire que la marque a détrôné le nom de la commune. Il y a quand même peu de communes qui ont laissé leur nom officiel au profit de la marque du territoire. Une question, les élus et les habitants l'ont accepté facilement?
Les élus et les habitants l'ont accepté facilement, les élus l'ont voulu. On a un maire que certains ici connaissent, qui est un maire emblématique des Alpes et qui s'est battu pour faire reconnaître cette marque, qui a été après déposée dans des tas de classes au niveau de l'INPI. Et ça a été aussi, une fierté. On est, comme je vous le disais, à côté de deux destinations qui sont internationalement connues, Megève et Chamonix. La notoriété de Saint-Gervais-en-Blanc est quand même moins forte que celle de ces deux voisines. Et donner à la destination le nom de Saint-Gervais-en-Blanc, ça a rendu beaucoup de fierté aux habitants, mais aussi aux vacanciers qui viennent. Donc on rejoint un petit peu aussi sur ce que disait Marc, à savoir qu'est-ce qu'ils viennent chercher, quoi. Ils ne viennent pas forcément chercher ce qu'on voit. Et en fait, le fait d'avoir développé cette marque et capitalisé sur cette marque, on a un autre regard maintenant des vacanciers sur notre destination et même des habitants sur leur lieu de vie qu'ils ne l'avaient auparavant. Donc ça, c'est important. Donc Saint-Gervais, c'est au niveau de la marque. Donc nous, à Saint-Gervais-Mont-Blanc Tourisme, on a, en dehors des loueurs de meublés, on a à peu près 200 acteurs qui sont en contrat de partenariat avec l'Office du tourisme. Donc c'est quand même, il y a un pool de partenaires qui est quand même assez important. On a des gros partenaires comme le domaine skiable, STBMA, comme les thermes, les écoles de ski, la compagnie des guides, qui est la deuxième compagnie des guides en France après celle de Chamonix. Et puis des hébergeurs, donc de grande taille ou de petite taille. Donc c'est quand même. Et puis après, il y a des tas de produits Saint-Gervais-Mont-Blanc qui existent depuis que la marque a été lancée. Des produits aussi divers que des skis. Il existe aujourd'hui des skis fabriqués à Saint-Gervais, des skis traditionnels en bois, de très bons skis, je vous les recommande si vous voulez. Donc de très bons skis en bois qui portent la marque Saint-Gervais-Mont-Blanc, mais on a aussi un grand chocolatier internationalement connu qui a créé les chocolats Saint-Gervais-Mont-Blanc. On a une bière Saint-Gervais-Mont-Blanc. Enfin bon, la liste des produits qui ont été déclinés grâce à cette marque est aujourd'hui très importante. Donc, et ça, l'Office du tourisme, en fait, l'Office du tourisme de Saint-Gervais, c'est un office du tourisme un peu atypique parce qu'on est Office du tourisme, mais on est aussi c'est aussi la direction du tourisme et quasiment du développement local sur la commune de Saint-Gervais, avec un certain nombre de missions qui dépassent bien celles du tourisme. Et donc ça nous permet aussi d'avoir d'autres rapports avec les acteurs économiques du territoire et avec la population locale pour faire en sorte que cette marque soit la mieux portée possible. J'aimerais bien un témoignage effectivement au niveau du partenariat. J'aimerais connaître effectivement comment ça s'est mis en place ce partenariat et qu'est-ce que ça pèse, combien ça pèse sur le plan économique. Moi, déjà, je voulais remercier Marc pour sa présentation. Je m'attendais pas à faire du développement personnel de territoire. J'aurais dû mieux dormir hier soir d'ailleurs. L'idée, oui, effectivement, c'est de mettre du liant là-dedans. On parlait d'affordance. Effectivement, c'est un thème qu'on peut rapporter, qui se traduit chez nous par essayer de simplifier le parcours du client, essayer de mieux comprendre, de mieux lire le produit. Donc nous, clairement, en exploitation, ça se traduit par des packages que tout le monde connaît, ski, cours de ski et autres ensemble. Effectivement, on essaye aussi de faire du liant entre les marques de ski et le domaine skiable, la bière et le domaine skiable. On a toujours ça, c'est vivement recommandé pour mieux tourner. Hein. On a pas mal de choses dans ce genre-là. Et puis aussi, il y avait un terme d'ipséité, c'est ça, hein, donc de se différencier par l'identité. Et nous, on espère le trouver effectivement avec ce nouveau partenariat avec L'Oréal et les thermes, puisqu'il y a très peu quand même de domaines skiables avec de véritables thermes, cures, thermes, voilà. Et en plus donc des produits cosmétiques L'Oréal. Donc au niveau de L'Oréal, c'est en train de nous mettre quand même je vais parler vulgairement, mais un gros coup de pied au cul quand même. Parce que quand on arrive, voilà, on le vaut bien, ouais. Merci Marc. donc, vous le méritez bien. On le mérite bien, mais c'est en train aussi de nous bouger parce qu'en fait les thermes restent la propriété de la commune, mais l'exploitant a changé. Donc maintenant c'est L'Oréal qui arrive avec toute sa culture d'entreprise, donc avec sa culture de marque. Donc L'Oréal est détenteur de plein de marques. Donc la marque reste la propriété de la commune. Ils ont simplement une licence d'exploitation de la marque. Et donc ils ont repris les termes surtout pour les produits dermocosmétiques. Et juste pour vous dire un petit peu l'échelle de leur ambition,
Aujourd'hui, les produits dermocosmétiques Saint-Gervais-Mont-Blanc, c'est un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. Quasiment un chiffre d'affaires franco-français. L'objectif de L'Oréal à 5 ans ou maximum 10 ans des produits dermocosmétiques avec la marque Saint-Gervais-Mont-Blanc, je dis bien avec la marque Saint-Gervais-Mont-Blanc, c'est 1 milliard d'euros. Donc là, on ne joue plus dans la même cour. Oui. On joue plus dans la même cour et pour nous, c'est un véritable défi. C'est un véritable défi parce que L'Oréal, donc L'Oréal devait être avec nous là aujourd'hui, malheureusement, il y a un important voyage de presse dédié au thermalisme en ce moment à Saint-Gervais. Donc ils n'ont pas pu venir. Mais pour nous, c'est un véritable défi parce qu'ils vont développer une puissance en termes de portage de la marque que nous, il va falloir suivre et dont il va falloir que aussi bien Alexandre de Menskiable ou l'ensemble des partenaires de Saint-Gervais, et en premier lieu la collectivité, va devoir suivre. On a une opportunité extraordinaire de promouvoir la marque au niveau mondial parce qu'ils vont vendre, les produits Saint-Gervais-Mont-Blanc sur les 5 continents. Mais pour nous, c'est un véritable défi. Et puis c'est aussi, ils viennent avec les valeurs de leur marque. Donc ça peut aussi nous bousculer. Heureusement, la valeur de la marque, il y a une valeur qui est chez L'Oréal qui est très importante, c'est tout ce qui concerne l'environnement. Et donc là, ça a été aussi l'une de leurs motivations de venir à Saint-Gervais-Mont-Blanc, oui. C'est le Mont Blanc, quoi. Ça, c'est clair. Une question, comment ça s'organise entre, je dirais, la stratégie institutionnelle, politique, et puis la stratégie d'entreprise, avec une boîte comme L'Oréal? J'imagine que ça doit pas être évident à imaginer, à travailler. Comment vous arrivez à le combiner? Ça se fait naturellement? Juste au niveau de la collectivité, après je vais laisser Alexandre pour la partie business, mais au niveau de la collectivité, il y a eu de grandes discussions sur le portage de la marque. Il y a eu des grandes discussions sur les valeurs de la marque, sur le fait d'être en phase, d'être cohérent et de pas avoir des discours différents. Donc c'est clair qu'il a fallu mettre un peu les points sur les i avec L'Oréal. Mais L'Oréal a quand même un point fort, quoi. Ils ont une licence de marque, donc ils payent une commission sur la marque. Donc reverser une commission sur 4 millions d'euros de chiffre d'affaires ou sur 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas la même chose pour la commune, quoi. Tu nous confirmes que ça s'est fait quand même en bonne intelligence? Lorsqu'on parle d'intelligence territoriale? Ça s'est fait en excellente intelligence. Vraiment. Là, je veux dire, c'est vraiment exemplaire comme démarche. Et je pense, et là, je vais laisser la parole à Alexandre, parce que c'est aussi, je veux dire, il y a la logique et la direction marketing de L'Oréal et veut aussi travailler avec les autres acteurs locaux, quoi. Alors, je ne vais peut-être pas m'étaler non plus trop sur L'Oréal, mais l'important, c'est essayer de les intégrer à notre système de fonctionnement qu'on peut avoir au sein de Saint-Gervais. On a pu le remarquer dans le déroulé de Didier, une de nos psychiatrices, notre psychiatrie psychologique de Saint-Gervais, on va dire, c'est peut-être le complexe d'infériorité vis-à-vis de Megève et Chamonix. Je pense qu'on l'a bien effacé, et on l'a effacé notamment grâce à une mise en place d'une véritable synergie entre les acteurs. Et là, on peut vraiment refaire le parallèle qu'on a eu tout à l'heure, qui était très intéressant, entre la personne et le territoire. Et pour que sur des projets, cette synergie fonctionne, et ben c'est comme on est des hommes en face, on est 2 hommes ici, et là il y a une grosse histoire d'ego sur ces projets. Donc l'idée, c'est bien que l'ego soit au service du projet et non l'inverse, que le projet soit au service de l'ego, et ça on l'a compris. On l'a compris, je vais vous donner l'exemple de la Chine, puisqu'on a dû mettre ça en pratique directement. Et aussi l'autre précepte à bien retenir dans cette synergie territoriale, c'est le précepte de savoir que les idées ou la connaissance, ça se multiplie. Donc 1 + 1 égale 3. Une idée plus une idée égale ces 2 idées de base, et puis la 3e qu'on crée avec les 2 idées. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a compris et qu'on essaye de transmettre aux autres acteurs de la station. Je vais donner, donc, pour illustrer ces 2 exemples, je vais donner l'exemple de la Chine. Là, on y était le week-end dernier avec Didier. Donc c'était une initiative privée par le domaine skiable d'aller signer des contrats commerciaux en Chine. Donc bien motivé, on part. On prend bien sûr Didier avec nous pour passer de très bons moments ensemble. Et puis
Il parle couramment mandarin. Une fois arrivé là-bas, la nuit, que la nuit. Une fois arrivé là-bas, donc on est reçu en grande pompe par tout le parti communiste. Donc là, dans ma tête, je me suis dit, je vais peut-être pas bien faire le malin en tant qu'acteur privé. Donc j'ai mis mon ego dans le sac. Et j'ai dit, bon allez Didier, à toi de jouer, hein. On va s'appuyer sur tes connaissances, on va s'appuyer sur ton savoir-faire au niveau de l'institutionnel. Donc ça a débouché très rapidement avec un jumelage sur une magnifique ville de Chine. Et puis derrière, cette intelligence, on va dire, de synergie a découlé tout de suite sur des contrats commerciaux. Donc il faut avoir l'amour du territoire, je pense que c'est le numéro 1, et puis un travail en intelligence. Ça a l'air fluide comme ça, mais j'imagine qu'il y a quand même eu quelques difficultés. Est-ce que vous pouvez éventuellement en exprimer quelques-unes et savoir comment vous les avez résolues? C'est intéressant en matière de témoignage pour l'Assemblée. Des difficultés, on en a encore plein. Hein. Je veux dire, on a encore des obstacles à franchir. Ils sont multiples. Là, pour revenir sur la Fort-d'Ance, je veux dire, elle est d'autant plus complexe pour une destination comme Saint-Gervais où l'hiver, la fréquentation, elle peut être jusqu'à quasi 50% étrangère. Donc prendre en compte cet aspect la Fort-d'Ance dans la stratégie, c'est pas, on vend pas la même chose. La Fort-d'Ance vue par un Chinois, d'un Chinois, ne sera pas la même que celle de quelqu'un qui va arriver de Caen. Il n'y a pas la même culture, il y a pas, voilà, c'est pire. donc c'est clair qu'on a un énorme travail à faire avec Alexandre, avec l'ensemble des partenaires, et puis avec aussi les élus, qui ne sont pas forcément les plus faciles à convaincre, mais on a un énorme travail à faire sur la plateforme de marque aussi selon les marchés. Donc selon les segments et selon les pays d'origine. Et pour nous, c'est vital. Aujourd'hui, les sports d'hiver sont pas, c'est un marché mature comme les sports d'hiver. Hein. Le marché français est un marché mature et les marchés étrangers sont des marchés en croissance. Surtout la Chine. Aujourd'hui, il y a 7 millions de skieurs en Chine. Le gouvernement chinois veut qu'en 2022, à l'occasion des Jeux Olympiques en Chine, il y en ait 300 millions. Donc là, pour des destinations comme les nôtres, les enjeux sont énormes. Mais il va falloir qu'on adapte notre stratégie et il va falloir qu'on s'habitue à boire de l'alcool de riz parce que c'est quand même très fort. On a testé avec Alexandre, mais c'est vrai qu'il y a tout un travail sur tout ce qu'a dit Marc tout à l'heure. Je veux dire, il faut quasiment aussi quelque part il y a une psychanalyse du territoire à faire. Il y a Christophe Marché qui voulait me prêter un divan avant qu'on intervienne pour que Marc nous psychanalyse, mais c'est vrai qu'il faut il y a des questions aujourd'hui qu'il faut qu'on se pose, qu'on se posait pas du tout il y a quelques années, il y a 2-3 ans, etc. Parce que c'est devenu de plus en plus complexe et que la concurrence est telle. Pour nous, elle est totalement internationale. Hein, c'est pas, on vous parlait de Megève et Chamonix, mais la concurrence, pour nous, elle est mondiale. Le ski se pratique sur toute l'Europe, sur les États-Unis. Maintenant, en Russie, c'est des dizaines de milliards d'euros qui sont investis. En Chine, ils sont en train de faire plein de stations de ski. Donc il faut qu'on revoie totalement notre logiciel. Et c'est pas seulement notre stratégie. Il faut qu'avant de définir la stratégie, ce que Marc disait, c'est essentiel. Je veux dire, la marque, c'est pas l'aboutissement. Il faut pas destiner un logo. Et puis, c'est vraiment que veut faire le territoire et comment il veut se positionner sur son marché, quoi. Donc là, après, sur les autres difficultés qu'on rencontre également, c'est qu'il y a des acteurs qui sont très professionnels. Parce que là, Alexandre dirige quand même une grosse entreprise qui fait un gros chiffre d'affaires avec beaucoup de salariés. Donc il y a un encadrement, il y a un encadrement important avec des gens extrêmement compétents. L'Oréal, je vous en parle pas. Au niveau de la compagnie des guides, c'est une institution qui a 150 ans, donc il y a une expérience énorme. Mais on n'y arrivera pas si on n'arrive pas à amener avec nous tous les petits acteurs qui représentent quand même 90% des acteurs. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils ne portent pas forcément
qui ne portent pas forcément la marque et qui ne la comprennent pas. Donc là, on a aussi un travail extrêmement important à faire dans ce domaine. Il faut qu'on soit exemplaire. Je pense que l'exemplarité aussi pour le portage de la marque de la destination, la marque du territoire, c'est excessivement important. Il y a des personnes qu'on n'arrivera malheureusement pas à former de façon théorique, mais qu'on arrivera à entraîner derrière nous par l'exemplarité des principaux acteurs et aussi de l'ouverture de ces principaux acteurs aux acteurs plus modestes qui vont connaître aussi en interne une concurrence de plus en plus forte, parce que Saint-Gervais-Mont-Blanc est un territoire attractif, que les grands professionnels arrivent et que l'arrivée de ces grands professionnels peut aussi être la fin de certains acteurs qui n'auront pas les compétences et les moyens de se battre face à des investisseurs. Avant de passer la parole à la salle, comment vous arrivez effectivement à asseoir cette notoriété quand on est coincé entre deux géants comme Chamonix et Megève en matière de notoriété La différenciation, Alexandre en parlait, c'est important, mais je pense que moi j'insiste vraiment sur ce qu'a dit Alexandre. Je pense que il y a déjà une chose dont on est fier à Saint-Gervais, c'est la collaboration de l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, il y a une vraie dynamique sur notre territoire qu'on ne retrouve pas partout, dans pas mal d'autres territoires. Il y a une vraie dynamique, il y a une vraie réflexion. Là, on a une marque aujourd'hui qui bénéficie quand même d'une certaine notoriété, à tel point qu'on a missionné, ça date de la semaine dernière, avant qu'on parte, on a missionné une société qui va commercialiser notre marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la marque Saint-Gervais-Mont-Blanc intéresse des partenaires. Et donc on a missionné une société dont la mission est de trouver de nouveaux partenaires, de partenaires qui jouissent aussi de notoriété forte et qui veulent faire avec nous du co-branding. Donc, et ça, c'est à la fois un moyen de porter la marque, mais c'est aussi une source de revenus. Donc on va mettre l'échelle, l'objectif assez haut en termes de recettes sur cette commercialisation de la marque, avec des conditions. On ne prendra pas une marque de 4x4. Ça, c'est clair qu'on ne va pas faire Humeur Mont-Blanc. C'est pas notre positionnement. Pas par rapport aux valeurs, ça ne serait pas dans le cadre des valeurs partagées que vous avez. Ah bah voilà, s'ils ne sont pas sur nos valeurs, on ne les prendra pas. Ils pourront nous faire un chèque de 500 000 €, on ne les prendra pas, quoi. D'accord. Marc Thébault, vous intervenez, vous pouvez rebondir sur la manière dont oui, on présenté la marque. Très vite, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, mais l'aventure doit être pour vous, je pense, fantastique de ce couplage, ce mariage avec le Real, parce qu'à la fois, j'imagine qu'il y a d'immenses espoirs et puis un peu de vigilance quand même à avoir. Moi, je trouve qu'en tous les cas, ce que vous en décrivez me paraît être... Là encore, très modestement, me paraît être sur de bonnes rails. Moi, le couplage avec le privé, je vais donner un exemple, je vais citer la ville en l'occurrence. Je crois que c'est Amiens qui vient d'avoir une nouvelle signature qui est Amazing Amiens, uniquement ciblée non pas sur une démarche, mais sur le fait qu'Amazon vient d'implanter un entrepôt. Et donc, je vais, si je suis déjà en train de porter un jugement de valeur, mais en gros, je m'interroge sur l'opportunité. Voilà, qui n'a rien à voir avec, j'imagine, un contrat à très long terme comme le Real, mais sur l'opportunité, en gros, d'être totalement lié au bon vouloir d'investisseurs qui, voilà, vont s'installer sur tel territoire un moment et puis vont peut-être partir dans pas très longtemps. Voilà. L'autre exemple que je voulais donner, moi, qui m'avait étonné, c'était il y a quelques années, la ville des Sables d'Olonne, je ne sais pas s'il y a quelqu'un des Sables d'Olonne, avait certainement, enfin pas certainement, pour... laisser entendre qu'il y avait vraiment beaucoup de soleil au Sables d'Olonne, en tous les cas plus que ce qu'on peut penser par rapport à la côte atlantique, avait fait un accord avec une grande marque de cosmétiques pour engager des équipes de creamers ou de creameuses, donc de jeunes qui allaient gratuitement mettre de la crème solaire sur les touristes sur le côté. Attention, il y a tellement de soleil chez nous qu'il faut absolument que vous mettiez de la crème solaire. Ce qui m'avait un peu choqué, ou en tous les cas on va dire
ce qui m'avait interrogé en tant que communicant public, c'est qu'une ville utilise des codes de communication d'une boîte privée, puisque quand on voyait le jeune homme ou la jeune fille qui était sur la photo pour appeler aux candidatures, sous-entendu, les petits bonhommes rondouillards et les jeunes filles avec de l'acné, désolé, c'est même pas la peine de vous présenter au casting. Et je trouve que là, pour le coup, on abandonne un peu son âme au diable. Alors, c'est un peu rapide de dire ça comme ça, mais je trouve, voilà, il y a quelques limites qui sont sans doute à poser pour ne pas disparaître totalement dans l'autre. Il y a une frontière sans doute à ne pas franchir, c'est cela, oui. On va donner la parole à la salle, donc si vous voulez intervenir et poser des questions à Saint-Gervais-Mont-Blanc ou à Marc Thébault, eh bien faites-le, c'est le moment, rêvez. Donc levez les bras pour qu'on puisse s'approcher de vous et vous transmettre le micro. Il y a sûrement des questions à poser sur, oui, sur l'approche menée par Saint-Gervais-Mont-Blanc. Oui, ma question c'est pour Marc Thébault. Je suis sur un territoire qui a une marque territoriale. Et c'est une marque qu'on a vue tout à l'heure, là, sur votre slide, et qui, enfin bon, il n'y a personne de chez moi, mon directeur, mais on a surtout le logo aujourd'hui et pas grand-chose autour. Et donc, ma question, c'est, quand on est dans cette situation-là, comment reprend-on l'initiative, le dossier, pour aboutir à cet effet d'affordance dont vous avez parlé, et puis, disons, faire tout le travail pour donner corps, pour donner âme, pour donner vie à cette marque. Alors là, si je vous réponds, je vais faire un petit peu le sorcier et vous aurez le droit de me traiter d'escroc, hein, parce que c'est impossible de vous répondre comme ça. La seule piste qui me vient à l'idée, parce que je ne sais pas quelle est votre région, je ne connais pas du tout l'histoire, c'est que je pense qu'on a le droit aussi d'essayer de muscler cette marque et de la nourrir. Déjà en interne, on n'est pas obligé de l'utiliser comme un levier de communication externe, mais ça peut déjà être peut-être un outil de fédération d'acteurs, et pas forcément un grand renfort de com, hein, mais au moins dans le milieu d'acteurs. Et une fois que cette marque, voilà, c'est un peu nourri, c'est un peu épaissi, on peut peut-être commencer à la porter vers l'extérieur. Mais voilà, je ne connais pas du tout la situation, donc je peux difficilement vous en dire plus. D'autres interventions, d'autres questions? Milieu. Ça arrive, ça arrive. Pierre Dabou, Menton, Rivière à Merveille. Hier, à la même place, il y avait comme Vermèche de Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Ma question, c'est de dire comment votre marque Saint-Gervais-Mont-Blanc Tourisme s'harmonise avec Savoie-Mont-Blanc Tourisme, notamment sur des marchés sur lesquels vous êtes sur les mêmes marchés. En fait, Savoie-Mont-Blanc Tourisme, aujourd'hui, nous on la considère comme une marque ombrelle. C'est-à-dire qu'il y a une forte communication, marque ombrelle en plus, principalement sur le marché français. Donc Savoie-Mont-Blanc est présent sur certains marchés étrangers, mais de proximité, sur les Pays-Bas, sur la Hollande, sur la Grande-Bretagne. Mais voilà, donc ils sont pas sur les marchés long courrier, donc ils n'existent pas. Hein, c'est pas méchant ce que je dis, mais ils n'existent pas en Chine, ils n'existent pas en Russie. Donc déjà, cette marque n'est pas exportée sur les marchés lointains. Et pour le marché hexagonal, et pour les marchés de proximité étrangers, on la considère vraiment comme une marque ombrelle. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une stratégie quand même qui est très bien faite, très bien pensée, qui a été mise en place et développée par Savoie-Mont-Blanc. En plus, il y a une collaboration qui est très efficace parce qu'en fait, Savoie-Mont-Blanc, certes, c'est une marque territoriale. Certes, c'est une marque de destination, mais les gens, quand ils décident de leur destination finale, ils vont chercher une marque d'un territoire où ils vont réellement passer leurs vacances. On dit, je suis pas là en vacances à Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Je suis là en vacances à Saint-Gervais-Mont-Blanc, je suis là en vacances à Chamonix, je suis là en vacances à Val d'Isère. Mais c'est vraiment le principe de la marque ombrelle. D'autres questions?
Oui. Oui, Bois-les-Brin Castarla en Dordogne. Comment est-ce que vous avez fait, enfin, est-ce qu'aujourd'hui, parce que là on a vu que les acteurs publics finalement de la collectivité se sont appropriés cette marque, l'utilisent dans leurs produits, mais qu'en est-il des acteurs privés finalement, des prestataires touristiques, je veux dire, par rapport à l'utilisation de la marque et notamment dans le formatage de leurs offres? Est-ce que ça fait évoluer la manière dont ils conçoivent leurs offres? Est-ce qu'ils se sont appropriés les valeurs de la marque? Est-ce que vous avez fait un travail collectif là-dessus? Pour notre part, oui, on utilise complètement les valeurs de la marque. Et surtout, quand on crée des produits, on les soumet. Donc, c'est-à-dire qu'on ne les fait pas dans notre coin. On les soumet, on travaille avec l'Office du tourisme en direct pour voir si on peut aussi accrocher d'autres acteurs pour leur donner l'exemple. En termes d'exemplarité, au niveau des acteurs, très vite, avec Didier, on s'est dit faut faire voir qu'on peut tout partager et surtout éviter la dispersion des efforts et puis avoir un gain en cohérence. Donc on a partagé nos données clients, ce qui n'est pas rien pour une société privée. Donc on a mis toutes nos données clients, les partager. Vous avez accepté de partager vos données clients. Voilà, donc on a une CRM commune. Une CRM qui grossit d'année en année. Ouais, je pense que ça mérite d'être applaudi parce que c'est pas évident et c'est pas en tout cas légion sur les territoires en France. Et sachez que c'est porteur aussi pour les boîtes privées parce que nous aussi ça nous aide. On connaît mieux nos clients, ça nous permet de leur offrir le bon produit au bon moment. Et à titre d'exemple, l'année dernière, nous on a doublé nos ventes en ligne grâce à ça. Mais on a quand même fait le premier pas, c'est nous qui avions la plus grosse base de données et on l'a partagée. Et comme ça, c'est un très bon exemple pour les hébergeurs qui sont peut-être un peu plus difficiles à récupérer. Mais en tout cas, ça donne le bon exemple pour les autres prestataires de loisirs. On a fait ça avec tout ce qui était digital. Hein. Donc on a fusionné nos sites Facebook, voilà, tous les réseaux sociaux sont fusionnés et autres. Et ça fonctionne, quoi, ça fonctionne. Donc sans regret Non, sans regret, non, bien sûr que non. On est vraiment là pour la marque. Hein. Après, à nous d'être bons pour que les gens utilisent notre produit. Mais avant, il faut faire venir les gens sur le territoire. Il faut les faire venir à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Après, à moi d'être bon pour les faire skier. Bon, pour compléter ce que dit Alexandre, donc la CRM, donc aujourd'hui elle est commune au domaine skiable, à l'Office du tourisme, mais aussi au terme, aussi à l'école de ski, et aussi à la compagnie des guides. Et certains hébergeurs viennent taper à notre porte pour y rentrer maintenant. Et le mieux, c'est que ça a été cofinancé, c'est-à-dire que ce n'est pas la collectivité qui a fait le premier pas en disant on paiera, non, c'est venu du privé et on se partage l'investissement et on se partage les coûts de fonctionnement. Donc là aussi, il y a exemplarité sur le partenariat public-privé pour porter la marque Saint-Gervais-Mont-Blanc. Vous êtes véritablement dans le cadre du PPP, là. Ah là, on est PPP. Vous êtes parti, arrête de me traiter de PP, s'il te plaît, parce que... D'autres remarques, d'autres questions, oui. Bonjour, Rambouillet Territoire, Office du tourisme. Rambouillet Territoire est devenu une marque. Moi, je voulais témoigner qu'effectivement, une marque, il faut que ça représente un territoire et que c'est extrêmement intéressant dans le sens où ça fédère d'abord les locaux et ensuite on peut parler d'exportation de la marque. Et je pense que dans un territoire comme le nôtre, qui est un territoire très rural, et avec une ville phare, le fait de Rambouillet Territoire, au départ, la ruralité a trouvé que c'était un peu provocant de mettre Rambouillet en premier et qu'on les oubliait, mais le fait d'avoir ajouté territoire après un travail, après une étude, a maintenant une vraie reconnaissance et tout le monde s'accroche à Rambouillet Territoire. Alors, je crois qu'une marque, ça, effectivement, ça se pense, ça se réfléchit et ça se met en place, mais c'est longtemps ensuite, c'est après cela qu'on peut penser à l'exporter et voir comment on peut travailler avec le privé. Mais je crois vraiment que c'est très très important de trouver l'identité de son territoire. Vous avez mis combien de temps pour arriver maintenant à maturité au niveau de cette marque? Écoutez, la marque existe maintenant depuis 2 ans
Et je pense que elle est à maturité sur le territoire, elle n'est pas encore exportable, mais on commence à avoir de la visibilité sur le territoire. Ça fait combien d'années que vous travaillez sur ce projet-là? Ça a été relativement rapide, puisque la fusion, nous, on était un peu en avance sur la loi NOTRe, puisque la fusion des offices s'est faite en 2014. Donc c'est entre 2014 et aujourd'hui. D'accord. D'autres questions, d'autres remarques? Je voudrais simplement ajouter quelque chose aussi sur le portage de la marque, c'est que on travaille, comme Alexandre l'a dit, vraiment en bonne intelligence entre le public et le privé à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Mais on travaille aussi avec les investisseurs à venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plusieurs investisseurs qui arrivent à Saint-Gervais. Dans les 5 ans à venir, on va gagner entre 2 et 3 000 lits chauds. Hôteliers, résidences de tourisme, voilà, les chantiers ont commencé. Des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, des résidences 4 étoiles. Et avec ces investisseurs, alors que les hôtels ou les résidences de tourisme n'ouvriront que dans 1 an, voire 2 ans, on travaille dès maintenant avec eux sur le portage de la marque. Et ils sont très sensibles à ça. Ils sont excessivement sensibles. On fait tous de la promotion des investissements, c'est-à-dire on a les missions des offices de tourisme, c'est aussi bien souvent de trouver des investisseurs. Et les investisseurs sont extrêmement sensibles à connaître les valeurs du territoire et à connaître ce que représente la marque territoriale ou la marque de la destination. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Je dirais, plus la marque est claire, plus la marque est expliquée, et plus la marque vient tout de suite en amont des discussions qu'on aura avec les investisseurs, plus on aura de chances de les capter. L'animation, c'est l'office du tourisme qui l'amène. Ça, oui, c'est l'office du tourisme. Ouais. D'accord. Complètement. D'autres questions, d'autres remarques? Oui. C'est simplement un retour d'expérience à l'importance d'une marque. Je m'appelle Francis Guillard, je suis le directeur de Cotteret et je gère les remontées mécaniques et l'office de tourisme. On a été précurseur il y a quelques années de la marque NP. J'ai vu que la marque NP faisait partie des logos que vous avez affichés. Et je voulais vraiment, je suis admiratif de ce que mène cette équipe de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Et appuyer sur l'importance d'une marque et du partage des valeurs, puisque nous, on a été 7 ou 8 exploitants à partager. Je dis exploitants parce qu'il y a le Pic du Midi avec nous, qui est une exploitation un peu particulière. On représente à peu près 50% du chiffre d'affaires des remontées mécaniques sur les Pyrénées. Mais on a réussi, en se posant des questions il y a 10 ans, à partager une CRM entre concurrents. Voilà. C'est-à-dire on a à peu près 70 000 contacts clients. On a un produit qui s'appelle la carte NP que nous partageons entre nous. Et actuellement, notre souci au niveau des offices de tourisme, c'est de faire ce lien entre l'office de tourisme et les remontées mécaniques, parce qu'on sait très bien que c'est les lits qui vont nous faire, qui vont activer notre chiffre d'affaires. Et donc voilà. Donc je tenais à préciser que l'importance d'une marque et ce que ça permet de faire ensemble en partageant les mêmes valeurs, quoi. Faire ensemble en partageant les mêmes valeurs, c'est un sacré challenge, hein? D'autres interventions, d'autres questions avant que l'on ne se sépare? Oui? Non? Moi, j'avais une question à vous poser, Marc Thébault. Je voudrais revenir sur l'image que vous avez justement donnée tout à l'heure avec sur des territoires où il y a, on en parlait tout à l'heure, des destinations touristiques existantes avec des fortes personnalités. Lorsqu'on pose sur un territoire une marque que l'on pourrait qualifier de marque ombrelle, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un peu du grabuge? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des marques existantes? Est-ce qu'on les élimine purement et simplement? Est-ce qu'on les intègre et comment on peut arriver à les intégrer intelligemment? Est-ce que ça s'est produit par exemple sur Saint-Gervais, si jamais Saint-Gervais veut témoigner à ce sujet-là, mais quelle approche on doit avoir par rapport à cela? Ah, c'est le bordel, hein. Non, mais il y a un moment où c'est... Il y a du vécu hein, sur les territoires là, en ce moment par rapport à cela. Évidemment, parce qu'on a tous le fantasme de voir nos plaquettes avoir non plus 1, mais 2, 3, 4, 5 logos avec voilà, toutes les marques ombrelles parce qu'il y a toujours une marque ombrelle au-dessus d'une autre marque ombrelle. Voilà. Non, mais là-dessus, je pense que c'est
qu'une question de relations humaines, une question de négociation au coup par coup, et c'est une question d'analyse du poids de chaque marque préexistante. Parce que il y a un moment, Rambouillet Territoire, je connais pas. Je pense que dans le langage commun, Rambouillet sera toujours Rambouillet. C'est comme si Versailles faisait une marque. Au-delà de la ville elle-même, Versailles, c'est Versailles, point. Et donc quand il y a des marques qui préexistent sur un territoire, il est essentiel d'analyser leur poids et de s'apercevoir qu'elles sont peut-être incontournables et indispensables et qu'il faut absolument les conserver. Moi, je vais compléter par une expérience concrète. Donc Saint-Gervais-Mont-Blanc, c'est sur le territoire de la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc. Donc par bonheur, la compétence tourisme n'a pas été transférée. Donc voilà, on s'est bien battu pour. Ça peut pas marcher. Chez nous, ça peut vraiment pas marcher. Il y a des marques fortes, hein. Il y a Saint-Gervais-Mont-Blanc, il y a Megève, donc Chamonix, c'est une autre communauté de communes. Mais pendant des années, avant c'était un CIVO, maintenant c'est une communauté de communes, mais pendant peut-être 15 ans, d'abord le CIVO, mais après la communauté de communes, ils ont investi mais des centaines de milliers d'euros pour lancer la marque Pays du Mont-Blanc, et on leur a toujours dit mais ça marchera jamais. Avant Saint-Gervais, moi j'étais à Cham, dans le Chamonix, et avant Rouzouche. Et voilà, donc ils ont voulu imposer cette marque à coup de campagne d'affichage à Paris, à coup d'achat de pages de pub entières dans la presse nationale. Ça n'a jamais marché. Donc, alors aujourd'hui, on est dans la période post-loi NOTRe, et il faut faire attention. Moi, je vois des marques. De destinations touristiques arrivées qui, par moments, c'est étonnant, quoi. On crée un nom, alors qu'il y a les noms de la commune qui sont sur le territoire de la marque sont beaucoup plus connus que la marque qui a été inventée, quoi. Et là, il faut être très prudent, quoi. Je veux dire, asseoir une marque, ça prend des années, et ça coûte des millions. Je veux dire, c'est voilà. Donc voilà, si par rapport aux élus qui sont responsables de ça, il faut qu'ils fassent attention, quoi. Il faut qu'ils fassent attention. Certains, je vais citer personne, mais certains sont en train de détruire des marques qui fonctionnent, oui, pour des raisons purement politiques, quoi. Oui, juste pour être très clair, quand je disais tout à l'heure au début de mon intervention sur la marque, peut-être qu'au bout du compte, il ne faut pas en faire, on est exactement dans cette problématique-là. Quand Moïse est descendu avec l'étape de la loi, il n'y avait pas marqué tout en bas, et au fait, tu créeras une marque. Il n'y a rien d'obligatoire. Le marketing territorial, une fois de plus, ne peut pas se réduire à ça. Ce qui compte, c'est tout ce que vous venez de dire, c'est tous vos témoignages sur le travail collectif, mais le travail collectif, c'est pas qu'une marque. Et on s'en fout de la marque, on n'est pas obligé. On peut créer un élan collectif sur le territoire sans avoir besoin de créer une marque. On est d'accord, on est... Je vais juste... une dernière illustration pour Alexandre, il pourra en dire deux mots, mais là, vous avez, c'est combien là sur le nouveau télésiège? C'est 6 millions d'euros. Donc 6 millions d'euros dans un nouveau télésiège qui va ouvrir cet hiver. Donc habituellement, on inaugure. Bah là non, c'est pour en dire deux mots. Là non, on n'inaugure pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, l'idée c'était encore de coller toujours aux valeurs de la marque, donc on inaugure. Forcément on invitera 2-3 personnalités le samedi, mais on fait une grande fête sur toute la semaine où on essaye de faire participer chaque acteur de la station. On essaye de les remonter d'un étage sur le domaine skiable. Voilà, on va essayer de reproduire un peu tout ce qui peut exister sur Saint-Gervais et le présenter au public. Et commercialiser cette semaine comme la semaine des activités sur le domaine skiable. Et puis donc un grand thème sur le bien-être et la montagne, donc avec des conférences, des choses comme ça, mais encore un travail en synergie totale avec Didier et l'Office du tourisme. Et alors qu'il y a quelques temps avant, tu en as déjà inauguré les télésièges, hein. Donc avant c'était un ruban puis on coupait, quoi. Maintenant non, c'est la fête de Saint-Gervais-Mont-Blanc, quoi. Oui, tant qu'à mettre 6 millions d'euros dans un appareil, autant s'amuser un peu. Et sachant que ces 6 millions d'euros ne vont pas m'amener de nouveaux clients, hein, donc... On est d'accord.
On pourrait résumer en disant qu'effectivement, une marque territoriale ne s'impose pas, elle se construit avec l'ensemble des opérateurs d'un territoire pour qu'elle soit à la fois appréciée et appropriée par l'ensemble des composantes de ce territoire. C'est cela. Ah bah de toute façon, s'il n'est pas partagé, c'est mort, quoi. Donc ça c'est cuit. Et dans les obstacles, le travail qu'on a à faire, aujourd'hui, le tourisme, hein, on sait que c'est une activité diffuse. Hein, donc un produit touristique, au final, ça n'existe pas, quoi. Hein. L'agent de police, il participe au produit touristique. Le gars à la poste, il participe au produit touristique. C'est un produit qui est totalement diffus. Et le défi, c'est faire en sorte que les habitants et toutes les professions qui ne sont pas considérées, qui ne sont pas liées directement à l'activité touristique, s'approprient aussi la marque. Oui, très rapidement, pour rendre hommage à mes nouveaux collègues de la nouvelle agence d'attractivité Normandie. Donc la Normandie s'est dotée d'une agence d'attractivité qui va travailler, qui va reprendre aussi le CRT Normandie. La nouvelle marque a été lancée au mois de juin. Et devant quelques centaines de personnes réunies à Deauville, la marque arrive et il est écrit Normandie. Et on voit tout le monde, enfin beaucoup de gens, ah ouais? Et on a envie de leur dire, mais vous vous attendiez à quoi? Vous vouliez qu'on écrive Poitou-Charentes? Je sais pas moi, oui, c'est tellement une évidence. Et je pense que ce signe d'évidence, c'est peut-être aussi une garantie d'une longue vie d'une marque. Si c'est évident, normalement, il y a des chances pour que ça vive. Plus que la Vendée Way of Life. Ouais. Ne pas forcément chercher à inventer de nouvelles marques de territoire si effectivement, sur les territoires, il y a des points d'attractivité très forts qui existent et qui ont déjà leur notoriété. C'est cela. Bien, donc ne pas chercher à imposer une marque, mais bien la faire partager. On va terminer donc là-dessus. Je vous remercie et je vous demande d'applaudir donc Marc Thébault, également Didier Joseph et Alexandre Merlin pour ce témoignage. Merci messieurs.